Lorsque la botte d'un membre de l'équipe a heurté du métal sous des couches de gravier gelé du Klondike, personne n'imaginait qu'ils étaient sur le point de déterrer quelque chose de bien plus dangereux que de l'or. La découverte n'a pas brillé, elle n'a pas scintillé dans la boîte du Sluice ou cliqueté dans une casserole. Elle a attendu en silence, scellée, dans de l'acier renforcé, enfouie sous des décennies de terre comme si le sol lui-même avait juré de garder le secret. Ce qui se trouve à l'intérieur n'est pas seulement un défi à l'autorité de Tony Beats, c'est une menace pour l'Empire de l'une des figures les plus redoutables à avoir jamais gravé son nom dans le Klondike. Le Klondike a toujours été impitoyable. Il dévore la chaleur, l'espoir et parfois des moyens de subsistance entiers. Il gèle les machines et rend les ambitions cassantes. Mais il conserve aussi les secrets comme le permafrost conserve les eaux, intacts patients en attendant l'inévitable dégel. À la fin de l'automne dernier, au cours de ce qui aurait dû être une coupe de routine, sur l'une des vastes concessions de Tony, la lame d'un bulldozer a raclé quelque chose qui n'était pas à sa place. La vibration n'était pas la bonne, métallique, résistante, délibérée. L'opérateur a coupé le moteur et descendu et a brossé le gravier et la boue gelée jusqu'à ce que la forme apparaisse un conteneur en acier renforcé, rouillé sur les bords, mais structurellement intact, enterré assez profondément pour ne jamais avoir été trouvé par accident. Le travail s'arrêta immédiatement. Personne sur ce terrain ne bougeait sans l'accord de Tony. La réputation de contrôle de cet homme était légendaire. Mais la curiosité est une force puissante, surtout dans un endroit où les hommes passent des mois à chasser l'incertitude. Un jeune opérateur, le cœur battant plus fort que les machines au ralenti, quelques instants auparavant ouvrit le couvercle d'un pouce. C'était suffisant. À l'intérieur se trouvaient des documents, des photographies, des registres remplis de colonnes de chiffres qui ne ressemblaient pas à des registres de production standard, des chiffres qui ne correspondaient pas à ce qui avait été montré publiquement. Sous la pile se trouvait un seul journal, relié en cuir, usé sur les bords, les initiales de Tony étant pressées dans la couverture avec une précision délibérée. Les mains de l'opérateur commencent à trembler. Lorsque Tony arriva, la rumeur s'était déjà répandue dans la concession comme une traînée de poudre dans les broussailles sèches. Son expression, habituellement sculptée dans le granit et l'indifférence, vacilla avec quelque chose de rarement vu. Pas de la colère, pas du calcul. Panique, il a ordonné à tout le monde de quitter le site. Immédiatement, sans exception, sans discussion. Le conteneur a été scellé à nouveau chargé dans son camion personnel et emmené sous le couvert du crépuscule. Mais le silence, une fois brisé, ne peut être rétabli. Les questions avaient déjà pris racine. Tony Beats a passé plus de 40 ans à bâtir un empire dans l'un des environnements les plus rudes de la planète. Il a survécu à des hivers brutaux, à des pannes d'équipements catastrophiques, à l'effondrement du prix de l'or et à des conflits amers avec ses partenaires comme avec ses équipes. Sur Gold Rush, il est connu comme le Viking, le patriarche à la volonté de faire qui ne s'excuse pas, n'hésite pas et ne perd pas. Il a construit sa légende sur la force, mais chaque légende projette une ombre. Le coffre-fort enfoui sous des tonnes de terre au lieu d'être détruit suggère quelque chose de plus complexe que de simples papiers d'affaires. Qu'est-ce qui pourrait être si explosif, si potentiellement dommageable, pour que Tony choisisse de le cacher plutôt que de l'éliminer? Pourquoi conserver des preuves qui pourraient un jour menacer tout ce qu'il a construit? Pour comprendre le coffre-fort, il faut comprendre les fondements de l'ascension de Tony. Il n'est pas arrivé au Yukon avec des richesses ou des relations, mais en tant qu'immigrant avec des mains calleuses, une détermination implacable et un refus de l'échec. Au début des années 1980, les champs aurifères étaient contrôlés par des familles bien implantées et des exploitants bien établis. Pour percer ce cercle, il fallait plus que de l'endurance. Il fallait de l'influence, de la stratégie. Une volonté d'opérer dans les zones grises où la loi et la morale ne se chevauchent pas toujours. Les documents contenus dans le coffre-fort dépeignent un tableau bien plus complexe que le récit public d'un mineur autodidacte conquérant le Nord par sa seule force de caractère. Parmi les contrats jaunis se trouvaient des accords datant de la fin des années 1980, des rachats, des dissolutions, des règlements, portant des noms depuis longtemps absents des histoires officielles. Il ne s'agissait pas de simples baux, mais de sorties calculées. Un nom revient souvent dans les premiers documents Clayton Marsh, un mineur chevronné du Yukon qui a déjà contrôlé des concessions productives près de Dawson. Les archives publiques montrent que Marsh a vendu ses activités à Tony en 1992 et s'est retiré tranquillement en Colombie-Britannique. Mais les documents contenus dans ce coffre-fort racontent une autre histoire. Marsh n'a pas vendu de son plein gré, il a été acculé.
Les contrats révélaient des privilèges soudains sur l'équipement déposé, peu avant les négociations des dettes impayées, apparues à un moment suspect, des conditions de règlement qui évaluaient les créances à une fraction de leur productivité réelle. Il y avait aussi des lettres manuscrites, des suppliques de marche demandant un partenariat, plutôt qu'un déplacement demandant du temps, expliquant que sa famille dépendait de ce revenu. Les réponses de Tony, méticuleusement copiées et archivées, étaient cliniques, légales, inflexibles. Accepter les conditions ou faire l'objet d'un litige. Marche à accepter car il n'avait pas d'autre choix. Il n'était pas seul. Au moins 4 autres partenariats documentés dans le coffre-fort ont suivi des arcs similaires. La coopération a commencé par un bénéfice mutuel. Progressivement, l'effet de levier s'est déplacé. La pression financière a augmenté. Puis est venu le rachat. Toujours techniquement légal, toujours stratégiquement programmé, toujours en faveur de Tony. Il n'a pas volé les créances, mais il a créé des circonstances dans lesquelles ses partenaires ne pouvaient pas survivre sans les céder. Il existe des dossiers détaillés sur les prêts d'équipement accordés aux mineurs en difficulté à des taux généreux, au début. Au fil du temps, les frais ont augmenté, les conditions se sont durcies. Lorsque les paiements ont échoué, l'équipement a été récupéré et les créances ont été saisies comme garantie. Elle était impitoyable, efficace et dévastatrice. Un dossier particulièrement obsédant concerne les frères Macpherson, de jeunes mineurs qui ont hérité de la concession de leur père à la fin des années 1990. Tony les a encadrés, les a aidés à obtenir des financements et à guider leur expansion. Mais enfoui dans les petits caractères, une clause le désignait comme garant et l'autorisait à exiger le remboursement de la dette à tout moment. Lorsqu'une mauvaise saison a entraîné un retard de paiement, la clause a été activée. En l'espace de 6 mois, ils ont tout perdu. Cette stratégie a permis à Tony de consolider ses terres à un rythme inégalé par les exploitants indépendants. Au milieu des années 1990, il contrôlait plus de surface productive que quiconque dans la région. Il a modernisé les opérations, réinvesti les bénéfices et transformé des concessions autrefois marginales en entreprises lucratives. Les résultats ont justifié les méthodes, du moins d'un point de vue commercial. Au Klondike, la faiblesse est punie. Pour Tony, la survie passe par la domination. Ceux qui ne peuvent supporter la pression n'ont pas leur place. Pourtant, l'existence du coffre-fort suggère quelque chose de plus profond. Pourquoi conserver ces documents? Pourquoi les enterrer au lieu de les brûler? Peut-être s'agissait-il d'une assurance que chaque action, aussi agressive, soit-elle restée dans les limites de la légalité. Ou peut-être s'agissait-il de quelque chose de plus personnel. Un registre privé non seulement des transactions, mais aussi de leurs conséquences. Un dossier sur les hommes déplacés, les partenariats démantelés et les promesses non tenues. Les empires construits dans des environnements extrêmes nécessitent souvent des décisions extrêmes. Mais l'ambition a du poids, et avec le temps, ce poids s'accumule. La découverte du coffre-fort a fait trembler la communauté minière très unie. Les vétérans qui avaient travaillé aux côtés de Tony pendant des décennies ont commencé à chuchoter des histoires longtemps passées sous silence. Des histoires d'accords qui semblaient coercitifs de pression, qui semblaient écrasantes d'opportunités qui s'étaient évanouies du jour au lendemain. L'image de l'indestructible viking commença à se fracturer, révélant quelque chose de plus humain sous l'armure. Pas un méchant sculpté dans le mythe, mais un homme qui a choisi la victoire plutôt que la pitié, l'effet de levier plutôt que la loyauté. Le coffre-fort n'était pas seulement un conteneur de papier, c'était un bilan. Il a posé une question qu'aucune quantité d'or ne peut faire taire. À quel moment l'ambition franchit-elle la ligne de la cruauté? Dans le Klondike, la survie exige de la ténacité. Mais les royaumes construits sur des promesses non tenues ne sont jamais aussi solides qu'ils le paraissent. Ils tiennent debout, jusqu'à ce que le sol se dérobe sous eux. Et dans un endroit où même le permafrost finit par livrer ses secrets, aucun empire n'est à l'abri d'une remontée de la vérité à la surface. Et dans le Klondike où les souvenirs sont longs et les rancunes plus tenaces, le passé a une façon de revenir. Le sang, l'or et le poids de l'héritage familial ont toujours été la pièce maîtresse de l'image publique de Tony. Les caméras l'adorent. Sa femme, Minnie, se tenait à ses côtés dans le froid. Ses enfants travaillaient sur les concessions. Et l'image d'une exploitation multigénérationnelle avançant contre vents et marées. C'était une histoire qui se vendait bien. Une histoire sur les racines, l'endurance et l'idée que le travail acharné transmis par la lignée pouvait construire quelque chose de permanent. Les téléspectateurs ont vu la loyauté, l'unité et les sacrifices partagés. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est la fragilité de cette image. Lorsque le coffre-fort a finalement été ouvert, il n'a révélé aucun secret explosif, mais plutôt une lente accumulation de choix de compromis et de trahisons discrètes
qui s'est étalé sur des décennies. Les éléments les plus troublants n'étaient pas des titres de propriété en or ou de l'argent caché, mais des documents financiers soigneusement organisés et méticuleusement tenus à jour. Ces documents faisaient état de paiements substantiels à des personnes n'ayant aucun lien officiel avec les activités commerciales de Tony. Il ne s'agissait pas de salaire, il ne s'agissait pas de primes ni de remboursement, mais de termes vagues tels que règlement, soutien ou arrangement. Les paiements suivaient un schéma rigide. Ils étaient émis trimestriellement, parfois mensuellement, toujours par chèque privé. Ils ne passaient jamais par les comptes de l'entreprise. Les sommes variaient, mais jamais la régularité. Certains de ces paiements remontaient à 20 ans ou plus. Celui qui les recevait était devenu un élément de la planification à long terme de Tony, aussi prévisible que les frais de carburant ou l'entretien des équipements. Un nom est apparu à plusieurs reprises, si souvent qu'il a exigé l'attention Monica Hartley. Le premier paiement à Monica remonte à la fin des années 1990. À partir de là, la piste s'est poursuivie sans interruption pendant plus de 15 ans. Lorsque les totaux ont été additionnés, le montant a atteint plusieurs centaines de milliers de dollars. Il n'y a eu aucun contrat, aucun mémo, aucun document juridique expliquant son rôle. Monica Hartley n'existait nulle part dans le monde public de Tony, mais elle occupait une place permanente dans ses finances privées. Les photographies trouvées à côté des documents ont levé toute ambiguïté. Monica est apparue à plusieurs reprises dans les images des premières années de Tony au Klondike. Elle était présente sur les sites de revendication se tenant assez près pour sentir le froid ensemble. Elle apparaissait au rassemblement de l'industrie non pas comme une étrangère, mais comme quelqu'un d'accueilli et de familier. Dans des clichés informels, elle s'asseyait près de Tony avec une aisance qui suggérait le temps, la confiance et l'expérience partagée. Sur plusieurs photos, la posture de Tony s'est subtilement déplacée vers elle. Son expression s'est adoucie. Ce n'était pas l'air réservé qu'il arborait lorsqu'il faisait face à des employés ou des rivaux. Il ne s'agissait pas d'images d'une relation d'affaires distante. La place de Minnie dans cette découverte dominait tout. Elle avait été la partenaire de Tony pendant plus de 50 ans, endurant des saisons brutales, l'incertitude financière et l'épuisement physique. Elle avait construit la marque de la famille à ses côtés, à la fois devant et derrière les caméras. Les archives ont soulevé des questions que personne ne voulait poser à voix haute. Minnie savait-elle pour Monica Hartley? Avait-elle accepté les paiements comme le prix à payer pour préserver son mariage et sa position? Ou Tony avait-il gardé ce secret scellé confiant que personne n'ouvrirait jamais le coffre-fort? Les journaux ont répondu à certaines questions tout en rendant d'autres plus douloureuses. Rédigées de la main de Tony, les entrées mentionnent Monica de façon sporadique au fil des ans. Le ton a changé avec le temps. Les premières entrées étaient prudentes et retenues. Plus tard, il y aura de la culpabilité, de la frustration et finalement de la résignation. Tony a décrit Monica comme quelqu'un qui le comprenait sans contestation, qui acceptait ses méthodes et ses ambitions sans remettre en question leur moralité. Il l'oppose à Minnie non par sa cruauté, mais par sa froide honnêteté. Minnie représentait la stabilité et l'héritage, Monica la fuite. L'une d'entre elles révèle la vérité. Tony écrit que les paiements sont sa façon de maintenir l'ordre. Monica a accepté de s'éloigner, de vivre une vie séparée de son empire. En retour, il lui assurait sécurité et silence. Il parlait de responsabilité plutôt que d'affection. Il n'a jamais décrit explicitement la nature de leur relation, mais il n'en avait pas besoin. Il ne s'agissait pas de générosité, mais de contrôle. Le coffre-fort contenait également des preuves de fracture au-delà du mariage de Tony. Les lettres de son frère Klaus révèlent un désaccord familial de longue date qui ne s'est jamais refermé. Klaus accuse Tony d'avoir manipulé la santé déclinante de leur père pour s'assurer le contrôle de la succession familiale. Il affirme que Tony l'a poussé à vendre sa part des biens hérités en désespoir de cause en payant une fraction de la valeur réelle de ses biens. Les lettres sont amères et crues. Klaus décrit Tony comme un prédateur qui voit une opportunité dans les liens du sang. Selon Klaus, la trahison n'est pas seulement financière, elle est personnelle, une rupture permanente entre frères. Les documents relatifs aux enfants de Tony dressent un tableau tout aussi transactionnel. Les accords de fonds fiduciaires détaillent les dépenses d'éducation, les transferts de propriété et les paiements futurs. Mais le langage juridique contient des conditions. Chaque enfant est tenu de travailler un certain nombre d'heures sur les concessions pour avoir droit à l'intégralité de l'héritage. Le non-respect des quotas se traduit par une réduction des actions. La loyauté se mesure en termes de travail et l'affection est liée à la productivité. Même au sein de sa propre famille,
Tony considérait l'engagement comme un contrat. Un document s'est distingué par son poids émotionnel, une lettre manuscrite de sa fille Monica, écrite lorsqu'elle avait 19 ans. Elle a demandé à son père la permission de poursuivre des études en dehors de l'exploitation minière. Elle a écrit qu'elle rêvait de devenir vétérinaire, qu'elle voulait une vie qui consiste à soigner plutôt qu'à extraire. Ces mots étaient pleins d'espoir, mais prudents, comme si elle s'attendait déjà à des résistances. La réponse de Tony était jointe dactylographiée et directe. L'entreprise familiale exigeait du dévouement. Ceux qui n'étaient pas prêts à s'engager ne devaient pas s'attendre à un soutien financier. Il n'y a pas eu de discussion, pas de compromis. Elle est finalement retournée aux revendications. La lettre suggère que son rêve ne s'est pas terminé par un échec, mais par un refus. Pris ensemble, le contenu du coffre-fort racontait une histoire bien plus complexe que celle montrée à la télévision. Tony avait bâti un empire grâce à la discipline au contrôle et à une concentration implacable. Mais ce même état d'esprit avait façonné toutes les relations personnelles de sa vie. L'amour est devenu une obligation, le soutien un moyen de pression, le silence une chose qui s'achète. Le poids de ces révélations est lourd. L'héritage, une fois dépouillé du mythe, devient une question de coût. Tony a réussi à tout ce point de vue. Il a construit quelque chose de durable. Mais le coffre-fort a révélé le coût humain de cette réussite, les sacrifices discrets, les rancœurs qui n'ont jamais guéri les rêves, qui ont été reportés ou complètement abandonnés. Une fois le coffre-fort ouvert et son contenu exposé, Tony est confronté à une situation inédite. Il ne s'agit pas d'un rival qu'il pourrait surpasser ou d'une saison qu'il pourrait endurer, mais du poids accumulé de ses propres choix. L'or pouvait à nouveau être extrait. Ce que les registres ont révélé, au-delà des trahisons personnelles, le coffre-fort contenait des documents financiers qui soulevaient de sérieuses questions juridiques. Des registres couvrant 3 décennies faisaient état de revenus et de dépenses qui n'apparaissaient jamais dans les documents officiels. Il ne s'agissait pas de simples erreurs de comptabilité, mais d'un schéma systématique de manipulation financière visant à minimiser les obligations fiscales et à masquer l'ampleur exacte des opérations de Tony. Les grands livres faisaient état de transactions en espèces qui contournaient les protocoles comptables standards de vente d'or à des acheteurs privés d'achat d'équipements non déclarés et de paiement de main-d'œuvre qui ne laissaient aucune trace écrite. Tony tenait 2 séries de livres, l'une pour les autorités aseptisées et conformes, et l'autre qui montrait ce qui avait réellement transité par ces opérations. Au Canada, comme dans la plupart des juridictions, l'évasion fiscale est passible de lourdes peines, mais poursuivre les violations historiques exige des preuves, et Tony était prudent. Les transactions en espèces ne pouvaient pas être définitivement liées à des réclamations ou à des périodes de temps spécifiques. Les acheteurs privés avaient disparu depuis longtemps ou étaient morts. Les travailleurs payés au noir n'étaient pas incités à se manifester. Les registres prouvaient l'intention, mais ne contenaient pas les preuves corroborantes nécessaires à l'inculpation. Ce qu'ils ont prouvé au-delà de tout doute juridique, c'est une malhonnêteté systématique. Tony se présentait comme un homme d'affaires légitime, quelqu'un qui jouait dur, mais qui jouait juste. Les livres de comptes ont révélé que ce récit n'était qu'une fiction. Il s'est soustrait à des millions d'obligations fiscales au fil des ans de l'argent qui aurait dû financer des services publics et des infrastructures. Il s'est enrichi par la tromperie tout en faisant la leçon aux autres sur le travail acharné et la nécessité de gagner sa vie. Il y a également des dossiers sur des pratiques environnementales douteuses. Les amendes sont payées discrètement pour éviter la publicité. Les infractions sont réglées par des accords privés avec les autorités de réglementation. Les incidents de contamination qui ont été nettoyés juste assez pour passer l'inspection, mais qui ont laissé des dommages à long terme. L'écosystème du Klondike est fragile, et les grandes exploitations minières ont la responsabilité de minimiser les dommages. Les dossiers de Tony montrent qu'il donnait la priorité au profit plutôt qu'à la préservation chaque fois qu'il y avait conflit entre les deux. Un incident environnemental s'est distingué par sa gravité. En 2006, la rupture d'un bassin de résidus sur l'une des concessions de Tony libère de l'eau contaminée dans un affluent de la rivière Klondike. Les rapports officiels indiquent que les dégâts sont minimes et rapidement maîtrisés, mais les dossiers privés de Tony racontent une autre histoire. La contamination s'est étendue plus loin que ce qui avait été publiquement reconnu, affectant les populations de poissons et la qualité de l'eau sur des kilomètres en aval. Tony a payé une équipe de nettoyage indépendante à prêter serment de confidentialité et a fait des dons substantiels à des groupes environnementaux locaux pour s'assurer de leur silence.
Les documents les plus dommageables sont peut-être ceux qui montrent l'implication de Tony dans des litiges qui n'ont jamais fait l'objet d'une procédure publique. Au Yukon, les droits miniers peuvent être complexes, avec des revendications qui se chevauchent et des frontières contestées. Les dossiers de Tony contenaient des études et des avis juridiques qui contredisaient ses déclarations publiques sur la façon dont il avait acquis certaines propriétés. Dans au moins 2 cas, il semble avoir sciemment déposé des revendications sur des bases que d'autres mineurs avaient déjà enregistrées, puis avoir utilisé ses ressources juridiques supérieures pour leur damer le pion devant les tribunaux. Un mineur, Gerald Thompson, a dépensé toutes ses économies pour lutter contre Tony à propos d'une vibrante section de Paradise Hill. Les documents montrent que les avocats de Tony ont délibérément retardé les procédures, déposant requête sur requête, augmentant les coûts jusqu'à ce que Thompson n'ait plus les moyens de continuer. Thompson a abandonné la revendication ruinée et brisée. 3 mois plus tard, Tony prend possession des lieux et extrait plus de 2 millions de dollars d'or du terrain contesté. Les révélations financières dressent le portrait d'un homme qui a compris que l'argent est synonyme de pouvoir et que le pouvoir permet de réécrire les règles. Tony n'a pas eu besoin d'enfreindre la loi de manière explicite. Il pouvait s'offrir les services d'avocats qui trouvaient des failles et de comptables qui structuraient les transactions en respectant les limites légales. Pour ceux qui ne disposaient pas de ressources similaires, le système devenait une arme qu'ils maniaient avec précision. Mais les grands livres, contrairement aux secrets enfouis, sont difficiles à expliquer. Si ces documents sont rendus publics, Tony risque non seulement d'être embarrassé, mais aussi de faire l'objet d'une enquête. Les autorités fiscales n'ont pas besoin de preuves absolues pour procéder à des audits et à des réévaluations. Les organismes de réglementation peuvent rouvrir des dossiers d'infraction environnementale si de nouvelles preuves apparaissent. Et dans le tribunal de l'opinion publique, qui compte beaucoup pour quelqu'un dont le gagne-pain dépend d'une audience télévisée, ces révélations pourraient être catastrophiques. Tony a construit son empire en étant plus intelligent et plus fort que tout le monde. Mais l'intelligence et la dureté ne peuvent pas effacer une trace écrite créée au fil des décennies. Les grands livres représentent un report de responsabilité et ce report prend fin. Le bilan, derrière les portes closes. Lorsque le coffre-fort a été ouvert, Tony a eu le choix. Détruire les preuves et tout nier ou affronter ce qu'elles révèlent. La destruction aurait été plus facile. Un incendie, un accident, une disparition opportune de documents trop abîmés pour être lus. Mais Tony, malgré tous ses défauts, n'est pas un lâche. Il a choisi la confrontation. La première conversation a eu lieu avec Minnie. Selon des sources proches de la famille Tony, l'a fait asseoir dans leur maison et a tout raconté. Monica, les manipulations financières, les partenariats détruits, les conflits familiaux enfouis depuis des décennies. Minnie a écouté en silence. Lorsqu'il a terminé, sa réponse a été simple et dévastatrice. Elle avait toujours su qu'il lui manquait quelque chose qu'il avait gardé sous clé. Maintenant, elle comprenait pourquoi. Leur mariage a survécu, mais s'est transformé. Minnie a clairement indiqué que l'aspect public du partenariat se poursuivrait pour le bien de la famille et de l'entreprise. Mais en privé, la confiance a été brisée. Tony ne pouvait plus prétendre à l'autorité morale qu'il avait exercée pendant des années. Il s'est révélé non pas comme un roi, mais comme un homme qui avait fait des choix, qui avait blessé des gens, puis avait enterré les preuves. Les conversations avec ses enfants ont suivi. Chaque réaction était différente, mais le thème sous-jacent était une déception universelle. Ils avaient grandi en admirant la force et le succès de leur père. Maintenant, ils comprenaient que les fondations étaient compromises. Certains ne voulaient rien savoir de l'héritage. D'autres insistaient pour que les trusts soient restructurés afin de supprimer les exigences punitives en matière de travail. Tony, pour la première fois de sa vie, peut-être a accepté sans discuter. Son fils Mike aurait quitté la réunion et n'aurait pas parlé à son père pendant 3 semaines. Lorsqu'ils ont finalement repris contact, Mike a exigé une transparence totale sur l'entreprise à l'avenir. Plus de secrets, plus d'accords cachés. Tony a accepté, mais les dommages causés à leur relation ne seront peut-être jamais complètement guéris. Le culte du héros qui définissait autrefois leur dynamique a été remplacé par quelque chose de plus complexe et de plus douloureux. Les ramifications juridiques restent incertaines. Les autorités fiscales canadiennes ont été informées de manière anonyme, probablement par une personne ayant accédé au contenu du coffre-fort. Une enquête serait en cours, bien que les détails soient rares. Les régulateurs environnementaux examinent les dossiers historiques à la lumière des informations contenues dans les registres de Tony, et les avocats, représentants d'anciens partenaires et leurs successions, examinent s'il existe des motifs de poursuite civile.
La fille de Clayton Marsh aurait consulté des avocats au sujet d'une plainte contre la succession de Tony. Elle affirme que son père a été contraint de vendre ses créances sous la contrainte et que la valeur réelle de ses propriétés a été délibérément dissimulée. Il reste à déterminer si le délai de prescription permet une telle action, mais la seule menace a contraint Tony à faire appel à un conseiller juridique. Tony a engagé une équipe de gestion de crise non pas pour nier ce qui s'est passé, mais pour contrôler la façon dont l'histoire émerge. Divulgation sélective, aveux programmés, excuses stratégiques, les outils de la gestion de la réputation. Il prépare une déclaration pour les producteurs de Gold Rush, expliquant que son passé comprend des éléments dont il n'est pas fier et qu'il a fait des choix sous la pression qu'il regrette aujourd'hui. La poursuite de cette relation dépend de la réaction des téléspectateurs et de la tolérance des sponsors à la controverse. Derrière la réaction publique soigneusement gérée, Tony serait en difficulté. Ses amis décrivent un homme qui dort mal, qui a perdu du poids et qui n'affiche plus l'assurance agressive qui le définissait. Le Viking est mortel après tout et la mortalité apporte une vulnérabilité qu'il n'a jamais appris à gérer. Il y a aussi la peur. La peur que d'autres choses émergent, que d'anciens partenaires et associés se sentent enhardis à partager leurs propres histoires maintenant que le barrage s'est rompu. La peur que son héritage qu'il a tant sacrifié pour construire ne soit pas défini par le succès, mais par les dégâts laissés dans son sillage. Le bilan n'est pas complet, il ne le sera peut-être jamais. Certaines blessures ne peuvent pas être guéries, certaines confiances ne peuvent pas être rétablies. Mais Tony est confronté à quelque chose qu'il a évité pendant des décennies, le poids total de ses propres choix. Le coffre-fort l'a forcé à affronter l'homme qu'il est devenu à la poursuite d'un empire. Et cet homme dépouillé de sa mythologie et exposé au grand jour est quelqu'un que même Tony a du mal à reconnaître. Les fantômes qui ne veulent pas rester enterrés. L'ouverture du coffre-fort de Tony n'a pas seulement révélé des secrets, elle a aussi réveillé des fantômes. Des personnes qui s'étaient tuées pendant des décennies ont soudain retrouvé leur voix. Gerald Thompson, le mineur qui a perdu Paradise Hill, a rompu son silence lors d'une interview accordée à un journal du Yukon. Son récit corrobore tout ce que les documents suggèrent et ajoute des détails douloureux sur les conséquences psychologiques de la lutte contre une personne aux ressources illimitées. Thompson décrit les nuits blanches, le stress qui a détruit son mariage, l'humiliation de perdre un terrain sur lequel il avait travaillé pendant 20 ans. Il avait signé des accords de confidentialité dans le cadre du règlement, mais les dossiers de Tony étant désormais publics, ces accords semblaient dénués de sens. Son histoire a incité d'autres personnes à se manifester. Un ancien opérateur d'équipement, Dennis Carlson, a révélé que Tony lui avait demandé de falsifier des dossiers d'entretien pour dissimuler des violations de l'environnement. Lorsque Dennis Carlson a refusé, il a été licencié et empêché de travailler pour une quelconque grande exploitation du Klondike. Il a passé des années à lutter pour trouver du travail et a fini par quitter complètement l'industrie minière. Le coffre-fort contenait des mémos confirmant l'implication de Tony dans son licenciement. Même Monica Hartley, silencieuse depuis plus de 15 ans, a fait une brève déclaration par l'intermédiaire de son avocat. Elle a confirmé la relation, reconnu les paiements et déclaré que bien qu'elle ait avancé dans sa vie, l'arrangement l'avait empêché d'établir des liens authentiques avec d'autres personnes. Elle était financièrement à l'abri, mais émotionnellement prisonnière du secret. La déclaration était mesurée et digne, mais la douleur sous-jacente était palpable. L'accumulation des voix a créé un cœur qui ne pouvait être ignoré. Les défenseurs de Tony, et ils sont encore nombreux, affirment qu'il a agi dans le cadre des règles d'une industrie brutale, que tout le monde au Klondike jouait dur et qu'il est injuste de le pointer du doigt. Il y a du vrai dans cet argument. Les champs aurifères n'ont jamais été tendres avec les faibles et les compromis moraux sont monnaie courante dans ce monde. Mais le volume des dégâts, la nature systématique des méthodes de Tony le distingue de l'impitoyable ordinaire. Ce n'était pas de la survie, c'était de la domination. Et les personnes qui racontent leur histoire ne représentent aujourd'hui que celles qui sont prêtes à s'exprimer publiquement. Combien d'autres restent silencieuses encore liées par la peur, par des accords juridiques ou par le simple épuisement. Les fantômes ne retourneront pas dans leur tombe. Ils ont goûté à la vindicte et ils en redemandent. La question est maintenant de savoir si Tony peut trouver un chemin vers la rédemption ou si l'empire qu'il a construit deviendra son monument et sa prison. Des secrets qui changent tout. L'histoire du coffre-fort de Tony Beets n'est pas seulement celle du passé caché d'un homme. Il s'agit du prix de l'ambition, du coup de la victoire à tout prix,
et de l'impossibilité d'enterrer la vérité pour toujours. Chaque secret demande de l'énergie pour être maintenu. Plus vous vous cachez, plus vous sacrifiez de vous-même pour vous cacher. L'empire de Tony tient toujours pour l'instant. Les concessions produisent de l'or, l'équipement fonctionne et l'entreprise continue. Mais les fondations ont changé. Ce qui était autrefois admiré pour son efficacité impitoyable est aujourd'hui remis en question comme étant de la cruauté. Ce qui passe pour de la force est révélé comme étant de l'inflexibilité. La mythologie viking s'effondre sous le poids de la réalité documentée. Pour les téléspectateurs qui ont suivi le parcours de Tony dans Ruée vers l'or, ces révélations compliquent le récit. Peut-on célébrer le succès de quelqu'un en sachant qu'il a été construit sur l'exploitation? Peut-on admirer la dureté lorsqu'elle se manifeste par le mal? Ce ne sont pas des questions simples, et elles n'ont pas de réponse facile. Tony lui-même est aux prises avec des questions similaires. Lors de conversations récentes avec sa famille et ses proches collaborateurs, il aurait exprimé des regrets, non pas pour son ambition ou sa recherche du succès, mais pour les pertes inutiles en cours de route. Il affirme qu'il aurait pu obtenir les mêmes résultats en collaborant, plutôt qu'en dominant, en établissant un partenariat, plutôt qu'en conquérant. Il n'est pas certain qu'il s'agisse là d'une véritable perspicacité ou d'une rétrospective commode. Ce qui est certain, c'est que le contenu du coffre-fort a changé la trajectoire de l'héritage de Tony. Il ne peut plus contrôler le récit par le silence. Les preuves existent conservées dans sa main documentée avec la même attention méticuleuse qu'il appliquait à tous les autres aspects de ses opérations. Ironiquement, sa compulsion à enregistrer et à conserver des informations a créé la preuve même qui menace maintenant de le définir. Les implications plus larges vont au-delà d'un mineur dans le Yukon. L'histoire de Tony résonne parce qu'elle reflète des questions plus larges sur le capitalisme, l'ambition et la moralité. Jusqu'à quel point les dommages collatéraux sont-ils acceptables dans la poursuite du succès? Quand la compétition devient-elle destruction? Où se situe la limite entre la dureté et la cruauté? Ces questions sont importantes dans les salles de conseil comme dans les champs d'or. Pour Monica, pour Clayton Marsh, pour Gerald Thompson et pour tous ceux qui apparaissent dans les dossiers enterrés de Tony, la justification arrive des décennies trop tard. Leur douleur était réelle. Leur perte est permanente. Les regrets de Tony, aussi sincères soient-ils, ne leur rendent pas ce qu'ils ont perdu. Mais leurs histoires qui émergent enfin de l'obscurité font contrepoids à la mythologie du succès autodidacte. Ils nous rappellent que derrière chaque empire se cachent des gens qui ont payé des prix qu'ils n'avaient pas acceptés. Le coffre-fort est maintenant vide. Son contenu a été catalogué, copié et distribué à ceux qui ont légitimement le droit de savoir. Mais l'impact se fera sentir pendant des années. Tony Beats a bâti un empire qui lui survivra. La question est de savoir si l'on se souviendra de lui pour ce qu'il a créé ou pour ce qu'il a détruit en cours de route. La réponse, comme l'or dans le gravier du Klondike, dépend de la profondeur à laquelle vous êtes prêt à creuser. Et maintenant que le travail de creusage a commencé, il n'y a peut-être pas de fin à ce qui est déterré du sol gelé où les secrets étaient censés rester enterrés à jamais.